La première thématique, la plus populaire en tout cas, c'est les zombies ou les épidémies. Et bon, le premier jeu culte à ce niveau-là, c'est la saga Resident Evil, qui vient un peu... ouais. C'est, je pense, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble être le premier qui me vient en tout cas, moi, quand je pense à l'effondrement de la société. Non, mais... Moi, je dirais non, parce que Resident Evil, c'est un truc qui est concentré dans un manoir. Et en gros, c'est un slasher qui se passe dans un huis clos, et c'est, alors après, dans les autres épisodes, ça s'éteint un petit peu, non, ok, c'est plutôt aussi dans la même période, mais en côté arcade, House of the Dead, où à la limite, on fracassait du zombie à tour de bras, Pour moi, le jeu qui a vraiment lancé la grosse mode du zombie qu'on a eu ces dernières années et qui est toujours en cours de, qui fonctionne toujours, ça a été quand même Left 4 Dead. Oui, Left 4 Dead, du coup, qui traite ça de manière un peu bourrine, puisque c'est un shooter. Il y a un petit peu de subtilité quand même dans Left 4 Dead, dans la mesure où c'est un jeu qui est en coop, donc t'es obligé de... Je pense que ton rototo là a résonné dans les oreilles de tous nos auditeurs. Mais non. Je peux essayer les rototos. Mais il va en avoir quelques-uns là, parce qu'on a j'ai du coca quoi. Déjà la dernière fois t'as coupé toutes les caisses qu'on a lâchées. Il nous reste quoi après? Non, Left 4 Dead c'est un jeu qui est pas aussi loin qu'il paraît, parce que mine de rien, il y a vraiment un besoin, enfin en tout cas dans les modes de difficulté les plus poussés, il y a vraiment un besoin qui est ultra nécessaire de coopérer avec ses le côté stratégique collègues et d'adopter une stratégie pour avancer. Oui, sans coop, tu vas pas loin quoi. Ouais, là, c'est sûr. Mais plus largement, justement, pour rebondir un peu sur ce premier point sur les zombies, je me suis dit, c'est quand même le thème en lui-même, d'ailleurs, c'est un peu le cas, on pourra en discuter après. Mais en gros, là, on a vraiment quelque chose qui est du domaine de la pop culture en général, quoi. C'est-à-dire que la figure du zombie, ça reste maintenant devenu une figure presque aussi importante que celle du super-héros dans la pop culture, dans la représentation qu'on se fait. Les zombies, ça existe en vrai à Hawaï. Je sais pas si vous avez vu déjà les reportages sur les zombies d'Hawaï. Après, moi, je suis un grand fan de films de zombies. On en reparlera. On pourra en reparler avec Romero. Enfin, vraiment. Je suis sûr qu'il y a plein de zombies qui ont voté pour Jean-Claude Godin aux différentes élections. Ou comment il s'appelait à l'époque des Guignols, à Chevènement, le candidat des morts, des vivants et des morts vivants. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment plus global en littérature, au cinéma. Le cinéma, ça fait déjà hyper longtemps, mais... et c'est vrai que l'expérience qu'on retrouve dans le jeu vidéo, c'est quelque chose qui va souvent essayer d'imiter ce qu'on a connu au cinéma. D'ailleurs, dans Left 4 Dead, on a carrément un format de film. En fait, chaque campagne est présentée comme un film. T'as une affiche, t'as des épisodes... Et t'as plein de clichés dedans qui font t'as plein de références à des films de zombies, et j'ai vraiment l'impression que ça essaie de coller vraiment à l'expérience que t'as quand tu regardes un film, et sauf que là t'en es acteur puisque c'est un jeu vidéo. Donc si on veut aller plus loin, donc là on a parlé, donc on a évoqué Resident Evil, donc qui est du survival horror. On a parlé donc de Left 4 Dead qui est un shooter. Après, il y a l'action-aventure, dans le style de Last of Us, ou Days Gone, que j'ai évoqué un peu dans le numéro précédent. Je pense qu'on est le podcast français, peut-être même international, qui parle le plus de Days Gone. Je sais pas quoi. On a une exclusivité là-dessus. Ouais. C'est pas un super jeu, c'est pas un mauvais jeu non plus. En fait, il a reçu gratuit le jeu. En fait, il me dit qu'il doit payer 16,99€, mais il l'a reçu gratuit. Du coup, il essaie de placer la prochaine thématique, ça va être encore les chiens dans le jeu vidéo. Exactement. Les motos. Le prochain numéro, on va parler exactement d'hommes en cuir sur des motos. D'accord. Donc Walking Dead, Days Gone, forcément. Et donc voilà, il y a Dead Island aussi. Très bon jeu, on m'avait fait sur PC. C'est un des rares jeux que j'ai fait sur PC. Qui était cool. Ces dernières années. J'avais bien kiffé moi à l'époque, avant la sortie même du jeu, la bande-annonce, je sais pas si vous vous souvenez. La bande-annonce qui était extraordinaire, avec ce truc où on voyait la scène se dérouler à l'envers. C'est ça, avec la gamine, ça partait du cadavre, il y avait un dézoom qui partait d'un œil, d'une gamine morte, et en fait, d'un coup, tu la vois, en fait, tu as tout ce qui précède sa mort, donc en fait, tu captes qu'elle a été, qu'elle a fait une chute de plusieurs mètres, elle est tombée d'une chambre d'hôtel,
et tu captes qu'en fait, t'as été séparé, c'est en train de se faire attaquer par les zombies, mais tu captes qu'avant... Ah oui, je me rappelle, elle est énorme. Effectivement, là, pour le coup, il y a des vrais emprunts. C'était le thème du premier numéro. Hein. Pour le coup, moi, je me suis revu, effectivement, en y repensant au remake de Zack Snyder, L'Armée des Morts. En fait, toute la première séquence qui est d'anthologie, où quand tu vois cette séquence-là et que tu commences à jouer à Dead Island, tu as vraiment cette sensation-là que tu as eu au cinéma. C'est ça. Donc il y a un peu ce côté encore, on incarne encore... Toujours le cinéma. Ouais, D'ailleurs, transition, parce qu'il y a aussi du coup les adaptations de zombies, donc on a les adaptations en jeux vidéo de Walking Dead, avec les jeux Telltale, qui sont excellents et qu'on conseille à nos auditeurs. Parce que maintenant on sait qu'ils existent. Du coup, Et c'est vrai, vous êtes 65 les amis. C'est amis ES. Ça passe vraiment pas à l'oral, l'écriture inclusive. Non, mais on va laisser tomber ça. Désolé, mesdemoiselles, si vous êtes... si vous tenez à ça, mais... Il ou elle. Oui, voilà. Mais parce que les hommes ne peuvent pas tenir à l'écriture inclusive, c'est forcément un truc de gonzesse? Oui. Parce qu'un mec, il va pas faire chier à se compliquer la vie pour ça. Un débat qui est... En tant qu'enseignant, je me fais bien chier et j'ai bien raison de le faire. Je suis bien content de me faire chier parce que je trouve ça super important. Ah putain, même je fais pas l'écriture inclusive, hein, mais de garder le féminin des mots en permanence, c'est hyper important. Ça oui, bien sûr. Oui, une maîtresse, un maître. Exactement. Distinguer ça, bien sûr. Donc tu dis bonjour, je suis votre maître. Point S. A priori, je suis pas plusieurs, donc. On a aussi du coup je suis pas polygenre non plus. Mais tu imposes ta sexualité aux enfants, c'est dégueulasse. Sans pas revenir au Walking Dead. J'impose mon genre aux enfants, c'est ça que je veux dire. Du coup, le jeu Walking Dead de Telltale, voilà, quand on le disait, je reprends le truc, on le conseille vivement. Pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble, c'est un jeu narratif avec des choix qui ont une conséquence quasi immédiate ou parfois plus tard dans le jeu. Mais on sent que les choix, voilà, ils ont une incidence sur le scénar. On est encore dans un modèle. Ça rebondit un peu sur le. Ah, on aurait pu en parler ce genre de jeu effectivement la dernière fois. Quoi. Et du coup, il y a aussi toujours dans l'adaptation World War Z, qui est un jeu bourrin quoi. Je voulais juste dire un truc sur le Telltale, c'est que Telltale on fait énormément de jeux et énormément d'adaptations de séries, de comics ou de films. Ouais, peut-être des films, je sais plus. Et enfin en tout cas des univers qui existaient dans d'autres médias. Et c'est vrai que le Walking Dead, c'est peut-être un des plus marquants parce que justement quand tu fais tes choix, en général tu il y a quelque chose de dramatique qui se passe assez rapidement. C'est ça qui est aussi sympa dans un univers où t'as des zombies qui courent les rues, c'est que en général il se passe quelque chose à chaque carrefour, casino. Voilà. Chaque fin de journée. À chaque ira, il se passe des trucs à chaque ira. Voilà. Alors, du coup, en deuxième thématique, donc là on a parlé de la thématique zombie. L'autre thématique de l'effondrement de la société qui est souvent traitée, c'est les catastrophes naturelles. Alors, je sais pas si vous vous souvenez. Je peux dire revenir une dernière fois sur un dernier truc, si tu veux. Non, parce qu'il a noté dans sa fiche, là, il faut qu'il le dise. Même pas? Non, c'est pas ça. C'est par rapport simplement à ce qu'on avait dit sur, mais on s'en fout, c'est très bien qu'on fera pas moins de 2h40. Par rapport à ce qu'on a dit sur l'aspect ciné et le fait de vouloir coller au ciné dans certaines de ces adaptations et particulièrement Left 4 Dead, il y a un truc qui était un peu nouveau à l'époque, qui existait certainement dans d'autres jeux, mais qui était très marqué dans Left 4 Dead, c'était les dialogues entre les personnages. C'est-à-dire que quand tu vas incarner un personnage, t'incarnes pas un personnage lambda, il a une histoire, il a une personnalité, et t'as des petites interactions contextuelles où tu vas dire maintenant, j'ai vu une boîte de pilules, et le personnage va dire j'aime bien les pilules, et puis tu vas dire ouais, je sais que t'aimes bien les pilules, et t'as ces petits dialogues entre eux que tu retrouvais aussi dans le jeu suivant de l'équipe de Left 4 Dead qui était comment ça s'appelait le truc où t'étais à 4 contre un monstre. Evolve, ouais. Voilà. Et qu'on retrouve aussi pas mal, je pense qu'on a retrouvé ça pas mal dans d'autres jeux après, notamment dans Overwatch, où t'as ça en début de combat, etc. Et je pense que c'est pas la seule inspiration qu'on peut voir entre Overwatch et Left 4 Dead. J'en parle peut-être c'est intéressant. Alors du coup, est-ce que quelque chose à rajouter sur les zombies? Tout ce que j'avais sur les zombies, à part que effectivement des zombies, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on en bouffe.
Maintenant, ouais. Si tu comptes, à l'échelle que je voulais décrire tout à l'heure, oui, une bonne dizaine d'années. Ah oui, même plus. Même plus. Si on compte la génération de la PS1, même avant, et oui, c'est un thème récurrent. Du coup, on a ensuite les catastrophes naturelles, qui est l'autre thématique qui est souvent utilisée. Alors, personnellement, j'ai pas joué à beaucoup de jeux. Alors, bon. Est-ce que tu peux nous en dire un peu une liste de jeux On va y venir. Du coup, le premier, je sais pas, je sais que Cédric l'avait fait à l'époque, pour toi, je sais pas, The Pulp. Ultra Chili, excuse-moi. Ultra Chili l'a fait. On le coupera. Ouais, non. Donc, Ultra Chili l'a fait à l'époque, et pour toi, The Pulp, je sais pas. C'était I Am Alive sur PS3. Alors j'avais commencé, il m'a assez vite saoulé en fait. Ouais, j'allais venir, le jeu, le début était bien, mais en fait vite redondant. Le côté catastrophe naturelle, c'est pas un truc qui m'attire particulièrement comme pitch à la base, c'est pas le truc qui va me faire le plus rêver, et même quand je me force un peu, c'est pas ce qui m'attire le plus en haleine en fait. Ouais, ça dépend comment c'est amené, quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement dans la Game Live, il y avait alors l'histoire du jeu, donc du jour au lendemain, il y a une espèce de cataclysme. On n'en sait pas plus, on n'en saura pas plus dans le jeu, dans le scénario d'ailleurs. Mais en tout cas, tout est détruit de partout. Et donc c'est un père de famille qui se met à la recherche quelques années après, un an après je crois, de sa fille et de sa femme. Donc il retourne à New York ou je sais plus quelle grande ville américaine. Et donc tu as des buildings, des ponts effondrés, des machins. Et en fait, les mécanismes du jeu, tu as plusieurs axes. T'as de l'escalade pour arriver à des checkpoints, un peu à la manière d'un Assassin's Creed ou d'un Uncharted, par exemple. Tu as aussi des phases de confrontation. Avec des gens, tu dois un peu évaluer le danger. Genre un bâton, un truc comme ça, ou je sais plus. Je crois que je l'ai commencé, mais j'ai joué 1 heure et ça m'a gavé assez vite. Il était en jeu gratuit à une époque et peut-être. En fait, je pense qu'on a dû avoir tous les trois la même expérience et que le truc nous a hypé, et en fait, en y jouant, ça nous a... Moi, clairement, j'ai pas été hypé. Clairement, c'était un rebound game. C'est-à-dire qu'à l'époque, je venais, je crois, de finir pour la 2e fois Nier. Le premier Nier. Oui. Enfin, et j'ai vu juste des images de I Am Alive, j'ai vu le pitch, ouais, c'est un père de famille qui cherche sa fille. J'ai vu des images un petit peu, tu vois, avec un petit peu de brume, etc. Et je sais pas pourquoi, tu vois, dans ma tête, ça s'est associé. Je me suis dit, ah ouais, ça me rappelle un petit peu les phases dans Nier où où tu vis l'histoire de famille, quoi. Ouais, de famille. Et ça s'arrête là. J'ai juste vu ça, je me suis dit, bon allez, écoute, c'est quoi, je le tente parce que j'ai l'impression, et en fait non, pas du tout, rien à voir. Enfin, il y a pas de... Voilà. Après voilà, au niveau des mécaniques du jeu, c'est ça qui était bien, c'est que tu avais plein d'actions contextuelles où tu allais tomber un peu sur des loupards. C'était mal amené, c'était mal amené. Mais voilà, un coup, tu pouvais choisir soit de donner un peu de ton inventaire pour avoir un peu de tranquillité, ou tu pouvais choisir la confrontation, sachant que c'est un jeu où tu trouves très peu d'armes, très peu de munitions. Même quand je trouve des balles, voilà, tu as 2-3 balles sur toi, tu en as rarement plus, donc tu peux être vite, si tu choisis la confrontation, tu peux vite être en difficulté. Donc il y a un peu ce côté, entre guillemets, simulation, ou en tout cas difficile. D'ailleurs, c'est un jeu qui a plusieurs modes de difficulté, et il faut surtout pas le faire en facile, parce que du coup tu perds l'intérêt du jeu. Comme beaucoup de jeux qui se passent dans cette thématique-là, en fait, au final. C'est ça. C'est le survival. Voilà, c'est la survie qui est l'intérêt, quoi. Donc si tu traverses le truc en te baladant, non, quoi, ça on y reviendra d'ailleurs pour notre ramène ton jeu, d'ailleurs. Oui. Du coup, notre jeu qui prend place, voilà, dans un contexte d'effondrement lié à une catastrophe. C'est ça. On a Rage, donc qui est un FPS. Alors Rage, pour ceux qui ne le savent pas, donc voilà, ou qui ont pas joué, c'est un jeu un peu entre guillemets à la Fallout, et je dis un peu parce que l'aspect RPG il est largement bien en dessous. Et en fait, parce que du coup, vous l'avez pas entendu, je viens de poser un verre sans faire de bruit sur la table. Tu peux le poser là, qui est à côté du micro. Et moi, j'ai applaudi des 2 doigts. Voilà. Donc le contexte, c'est la planète qui est fracassée suite à un impact avec un astéroïde, et des gens qui ont vécu dans un bunker, qui en sortent quelques centaines ou milliers d'années plus tard, et en fait, la Terre est envahie infestée de créatures mutantes, et bon, c'est désertique, c'est sympa, c'est joli, mais voilà, on est plus
plus proche d'un Borderlands dans les mécaniques de jeu et dans le délire que d'un Fallout. Mais bon. Et est-ce que tu rangerais dans cette catégorie-là, je sais qu'il y en a d'autres, Wasteland, du coup. J'y ai pas joué, je vois ce que c'est. J'ai vu le 2, moi j'ai joué un peu au 2, et pour le coup je me suis posé une question, du coup je vous la pose aussi, et j'ai pas eu la réponse parce que j'ai rien foutu, comme d'habitude. Du coup, quel est le premier jeu qui représente en fait cet effondrement de la société? Ouais, moi je dirais Fallout sur PC, peut-être. Mais... Enfin, de manière aussi globale, je dirais peut-être Fallout comme ça. Figurez-vous que Wasteland est sorti en 1988, bien avant Fallout. Donc ça doit être un des premiers, mais effectivement, chers auditeurs, en commentaire sur votre SoundCloud, si vous avez la réponse, on serait ravis. Ça buzz. D'ailleurs, on peut dire à nos chers auditeurs qu'on a une page Twitter. C'est vrai, sur laquelle on met des liens vers les podcasts qui ne fonctionnent pas. mais qui ont été mis à jour, si je peux le dire. Là, j'ai réussi à changer l'URL, enfin bon, on en parlera plus tard. Mais ouais, on les invite à nous suivre sur Twitter, donc c'est samouraï-podcast, voilà. C'est le arrobas qu'il vous faut. Et on est aussi sur Facebook, donc normalement c'est le Samouraï PizzaCast sur Facebook, ça se trouve plus facilement. Voilà, c'était... L'instant pur. N'hésitez pas à nous suivre. Il y aura auto-promo. Et il y aura bientôt des concours pour gagner des jeux vidéo, mais sans... On tease. C'est vrai? Quoi? On tease, on en reparlera plus tard. C'est sûr que tu veux t'engager là-dessus, parce que là, le budget, il est low. On a pizza, quoi. On va en parler. On a même pas payé l'abonnement SoundCloud. T'inquiète pas. On est même pas sûr de pouvoir uploader ce numéro. Non, mais c'est pas vrai, mais il faut leur vendre du rêve. On le fera dans 3 ans, peut-être. Et du coup, t'as pas parlé de Borderlands, pourtant, pour moi, ça s'inscrit là-dedans. Parce que ça se passe pas sur Terre. Ça se passe sur une planète qui s'appelle Pandora. Ouais, mais c'est quand même une société qui s'effondre. Ouais, mais bon. On n'est pas dit. Pour moi, l'idée c'était de prendre quelque chose qui était dans le contexte un peu soit d'aujourd'hui ou soit l'effondrement d'aujourd'hui dans 1000 ans, enfin voilà. Par exemple, Nier Automata, on va y revenir, mais c'est 6000 ans après notre ère. Enfin, le cataclysme se passe à l'autre époque. On en reparlera sur du scénario plus tard. C'est un petit peu arbitraire, mais je l'admets. Voilà. Donc, mais j'ai pensé à Borderlands, je me suis dit, tiens, j'ai parlé de Borderlands, et en gros, c'est un petit peu le jeu qui je te propose de le réutiliser pour une autre thématique, qu'on a failli. C'est pour ça que j'ai parlé de Rage plutôt que Borderlands, et que j'ai évoqué Borderlands aussi, c'était le petit contournement. Parce que sinon, si on allait vers ça, on aurait pu parler aussi des jeux cachés comme, Zelda, ouais, ce que je veux dire, on va pas parler de Breath of the Wild, du coup. Non. Qui prend suite d'un cataclysme, mais qui est sur Hyrule, ou je sais plus quelle planète, donc, enfin, c'est pas une planète, c'est un royaume, mais fictif, et sur une planète qui est pas la Terre. Quoi, ça existe pas, Hyrule? Bah ouais. Non. Je suis désolé de briser ton rêve. Putain, mais... C'est où je suis allé en vacances? Mais l'autre jeu, du coup, j'en ai encore 2 à soumettre. Parce que là, on a évoqué donc, du FPS avec Rage, on a évoqué l'espèce de jeu de survival avec I Am Alive. Après, on a de l'action-aventure avec Horizon Zero Dawn, qui est là, pour le coup, totalement, on croirait reconnaître la Terre, enfin, c'est Marseille, quoi, oui, il y a un côté Marseille. Ouais. Comme dans Death Stranding. D'ailleurs, on va en parler un peu de Death Stranding aussi. Et, donc voilà, qui prend place, en gros, la société a été détruite par des robots géants, la société humaine s'est effondrée. On pourra rajouter dans le genre, parce qu'effectivement, je parlais de Wasteland tout à l'heure, c'est pas tout à fait anodin, c'est-à-dire que c'est un genre assez particulier, un tactical, et il y a XCOM aussi, qui est dépeint un effondrement de la société en cours. C'est ça qui est intéressant par rapport à ce qui se passe après. Effectivement, il y a finalement pas tant de jeux que ça qui mettre sur le moment une reste sur la société, l'effondrement en cours. Il y a une question que je me suis posée pendant très longtemps. Parce que je suis un mauvais joueur d'XCOM. Est-ce qu'il y a possibilité de jouer à XCOM et de finir le jeu sans que les aliens prennent le contrôle de la Terre? Oui, j'ai fini XCOM 2. J'ai fini XCOM aussi, d'ailleurs. Non, le 2, les deux, je les ai finis. Et j'ai réussi. Par contre, ne jamais faire ça en version homme de fer. Mais alors,
Parce que là, pour le coup, c'est vraiment impossible. Compliqué. Moi, j'avais joué comme ça parce que je m'étais attaché vraiment à mes personnages. J'ai commencé une partie normale, et je me suis dit, ouais, mais non, en fait, parce que j'étais tellement dégoûté quand il y a un personnage qui mourait, je me suis dit, non, on va le jouer à fond parce que je suis vraiment, parce que moi, genre invente des histoires quand pareil, et je fais des dialogues tu sais, quand il y a les temps de chargement qui sont dans leur bus, enfin, dans leur vaisseau, je fais, comment tu vas, Tara? Ouais, moi, ça va, mais bon, hier, je suis parti manger des sushis, c'était pas terrible. Enfin, tu vois, et vraiment, ils ont toute leur histoire à quelques fois, et je dis, qu'est-ce que t'as fait, Michael? Mec, il fallait le sauver. Tu vois, puis je sacrifie un mec, tu sais qu'il va mourir, mais c'est pour sauver Michael, donc ça vaut le coup. Enfin, je comprends. Je me faisais un peu dans ma tête, mais. Du coup, je me suis dit, je vais faire l'homme de fer parce que comme ça, au moins, quand il meurt, je fais un peu plus attention à mes personnages que j'aime bien. Alors, du coup, pour reprendre un peu le vif, voilà. On a aussi un jeu qui est sorti tardivement en France, qui est Disaster Report 4. Donc ça, c'est le jeu que toi tu connais. Que je connais, oui. Parce que moi je ne connais pas du tout. Donc en fait, pour un peu, donc ça c'est pareil, l'histoire c'est. Si vous connaissez ce jeu, envoyez # je connaissais ce jeu et gagnez une PS5. Ouais, je pense Hashtag trop crédible. Sachant que le financement de la PS5 sera uniquement assumé par Ultra Chili. Ouais, tout à fait d'accord. Donc là, il promet un jeu, là tu promets une console, moi je promets rien du tout. Raté quoi. Personne ne connaît ce jeu. Vous n'avez pas le droit de tricher, hein. Vous mettez seulement # je connais ce jeu si vous connaissez le jeu, sinon ça compte pas. Alors du coup, Disaster Report 4, c'est un jeu de survie. En fait, suite à pareil un grand tremblement de terre, il y a une ville japonaise qui est dévastée. Et en fait, on doit traverser la ville et on interagit avec des persos, soit on les aide ou pas. Enfin bref, pareil, c'est un jeu avec des choix qui ont des conséquences, etc. Alors à la base, ce jeu, il faut savoir qu'il était prévu pour sortir sur PS3 en 2011, sauf que ça coïncidait que le tsunami de l'époque... Excuse-moi, j'ai déjà oublié de quel jeu on parlait déjà. Disaster Report 4. Oui, ça correspond à Fukushima. Ça, exactement, à la catastrophe. Et du coup, comme le jeu, c'est vraiment en plein dedans, ils ont repoussé de 7 ans la sortie au Japon. Ah ouais, quand même. C'est sorti en 2018 au Japon, du coup, le jeu. C'est fait par qui, tu sais? Je sais plus. Est-ce que c'est une boîte qui a fait d'autres jeux entre deux, ou est-ce qu'ils sont dit, je crois qu'ils ont fait Disaster Report 1, 2 et 3. Ça peut répondre à ta question. Non, mais je veux dire, ils se sont dit pendant 7 ans, écoutez, on se met en chômage partiel, on attend, on espère. Est-ce que les jeux sont désastreux, du coup? Oui, c'est dégueulasse. c'est vraiment, déjà Du coup, pourquoi on en parle, les amis? Parce que c'est dans la thématique. Et que je trouvais aussi ça bien de montrer que quand il y avait des cataclysmes dans la vraie vie, ça pouvait aussi avoir un impact sur le jeu vidéo. Et là, en l'occurrence, un jeu qui aurait pu être annulé, qui l'a pas été, mais qui a failli l'être, quoi. Un peu comme le Spider-Man, je sais plus lequel, le 2, avec les tours de Center. Oui, ça c'était le film. Ouais, bien sûr. Par exemple. Voilà. Bon, ça, à la limite, c'était de couper une scène, quoi. Ouais, ils ont coupé une scène. Ouais. Mais voilà, là, on parle vraiment d'un jeu qui est sorti 7 ans plus tard et qui même, en fait, à la base, ils comptaient l'annuler, quoi. Mais bon, les gars, ils ont réussi à se démerder pour décaler la sortie. Le temps que les esprits, ça pèse un peu. Mais je trouve que c'est intéressant d'en parler pour ça. Ouais. Alors, si tu tiens à tenir ton temps, il te reste 38 secondes. Oui, je sais. Contre l'intro, il peut déborder un peu. Je suis presque à la fin du truc. On n'a même pas encore parlé de Death Stranding, quoi. C'est ça. Et du coup, j'ai pas joué encore. Ouais. Donc, il y a aussi du jeu de course qui exploite ça. C'est MotorStorm Apocalypse. Donc où on fait des courses dans des buildings qui s'effondrent et tout, enfin c'est cool. J'aime bien le côté fun. Oui, on dit bien le côté ça peut être catastrophe et ça peut être fun. Voilà, mais là il y aura pas des gens mourir, etc. Donc voilà, MotorStorm Apocalypse c'était cool. MotorStorm. Il y avait Fuel aussi. Fuel qui exploitait ça, peut-être moins. Fuel, t'avais des tempêtes, t'avais des trucs, tu devais. Il y avait un jeu, mais là, le nom m'échappe, avec les gars, ils ont des masques, c'est ultra dark, et c'est pareil, c'est des courses un peu... qui était sur PS1, et ils ont refait un remake. Ouais, c'est ça, Twisted Metal. Ouais, Twisted Metal, pareil, c'est un peu... J'adorais ces jeux sur PS1, c'était un de mes jeux préférés, j'y jouais tout le temps. Alors que j'y jouais seul, en plus. Mais c'est comme Wadrash, quoi, à l'époque, dans le délire. Ouais. Ensuite, on va partir sur la troisième thématique, qui est la guerre nucléaire, qui est exploitée pour la fin du monde. Donc,
Voilà, ça va être très court, hein, je prends juste Metro, la série des Metro, qui est top d'ailleurs. Et Fallout, voilà, qui est il fallait forcément parler de Fallout, hein, si on parle de... Voilà, c'est fait. C'est bon. Voilà, bon, voilà. Ouais, voilà. Alors juste, le meilleur Fallout, c'est New Vegas, on est d'accord? Enfin, je sais pas si tout le monde non, mais de loin. Ouais, voilà. En termes d'écriture, c'est assez incroyable. Ouais. En termes de kiff. Et pourtant, le 4, il est bien. Il est super, hein, Il est franchement. sympa. J'ai un peu lâché au bout de quelques dizaines d'heures de jeu. Mais effectivement, New Vegas, c'est une merveille d'écriture, une narration, en fait. C'est-à-dire que c'est le premier Fallout où, à la fois, on a cette sensation de créer son propre univers, la propre histoire, son personnage, et en même temps, d'avoir une vraie action sur cet univers. Moi, j'ai tout ça adoré les Fallout. À partir de 3, sur le 1 et le 2, je les avais pas fait. Mais, New Vegas, pour moi, c'est le meilleur de tous ceux qu'il y a eu ces dernières années, quoi. Et donc, pour finir, on va dire les jeux un peu autres. Fin d'une époque. Voilà, fin d'une époque. Donc, on part sur du surnaturel avec Death Stranding. C'est absolument rien de surnaturel, c'est entièrement scientifiquement prouvé. Tout ce qui est dans Death Stranding est scientifique. Oui. C'est surnaturel, quand même. C'est des informations qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Oui. Mais... Alors, comme j'ai pas joué au jeu, là, vous pouvez m'expliquer un peu, là? En fait, t'as des gens qui se téléportent, Non, c'est quoi? C'est Death Stranding, la technologie. Death Stranding, c'est une espèce d'univers. Enfin, c'est pas un univers, c'est une espèce de dimension qui communique entre le monde des vivants et le monde des morts. D'accord, un purgatoire, quoi. Enfin, il est un peu. On peut appeler ça comme ça, ouais. Ça y ressemble. Mais non, c'est juste qu'il y a de la pluie qui tombe, ça te fait vieillir. Mais c'est un bon. Oui, ça c'est normal. Ça m'arrive tous les matins de prendre ma douche et de sortir, je me dis putain, je vieillis. Bah ouais. Et tu vieillis quand même, ouais. Quelquefois, quand t'es tu te balades, t'es là dans la forêt, tout ça. Enfin, il y a pas de forêt, mais t'es dans les montagnes, et puis tu fais hello. Et il y a toi, tu te réponds hello. Mais d'ailleurs. D'une autre dimension. Je me souviens plus si c'est vraiment expliqué. Bon, il faut que vous me prêtiez le jeu, les gars. Oui, je vais te le filer la dernière fois. C'est vrai que ce qui est bien dans le jeu, c'est que Kojima, on reparle de Kojima, putain, fait chier, quoi. Obligé. Il a voulu mettre vraiment, il a voulu créer un lien. C'est-à-dire que les joueurs qu'ils aient l'impression d'être seuls à la fois, mais de faire partir d'un tout. D'un univers, c'est ça. Et une communauté, quoi. C'est ça, et comme je dis ça, en fait, comme tu fais un petit bouton, t'as un écho, tu sais pas si c'est le tien, tu sais pas si c'est un autre joueur. Enfin, tu as ce côté-là. Et est-ce que ça serait pas justement cette note positive dans les fondements de la société où, en fait... Vous venez pas de me niquer mon truc? Il y a un côté entraide. C'est justement la renaissance d'une communauté. C'est ça. Du coup, en fait, voilà, on vient de... Ultra Chili, est plutôt Rochili du loup, là. Est-ce que l'homme qui est un loup pour l'homme ne pourrait pas être un homme pour l'homme ou un loup pour le loup? Voilà. Alors moi j'en avais une aussi comme ça pour finir. Tu avais fini, Jérém? Moi j'ai des trucs à dire. Il me reste encore un peu, mais... je finirai ma note tout à l'heure. Après du coup, ça je pense que ça va vouloir rebondir dessus, c'est Red Dead. Mais attends, parce que je crois que The Poulpe disait un truc, non? Non, tu laissais finir, pardon. Il a dit que tu gardais pour la fin. C'est pour ça. C'est ça que tu as dit, tu gardes ça pour la fin. Ouais, voilà. Mais du coup, voilà, je trouvais que, voilà, dans Death Stranding, c'est le côté, en fait, tu recrées une communauté après une civilisation qui s'est effondrée. Oui, voilà. Je trouve ça très intéressant. C'est ça. C'est, exactement. Dans Dark Souls aussi. Tu reconstruis, mais il faut savoir que, même si tu reconstruis, tu reconstruis en sachant que c'est voué à disparaître aussi parce que en fait les trucs voilà que tu montes, les infrastructures, quand tu poses une échelle, une corde, ce genre de choses, il y a la pluie qui vient quand même. Donc c'est vraiment au fur et à mesure le truc, enfin si tu reviens te connecter à ta partie un mois après, t'as des trucs à toi que tu auras posé qui auront disparu. C'est vraiment intéressant. Inversement, ouais, donc t'as les constructions des joueurs qui apparaissent au fur et à mesure dans ta partie. Et les joueurs peuvent participer au jeu. Par exemple, si tu as créé une structure et qui s'est abîmée avant qu'elle disparaisse, ou même dès qu'elle commence à s'abîmer, ils peuvent y mettre un peu des matériaux pour la réparer et l'entretenir ou l'améliorer. Non, je disais que j'allais faire la pizza. En fait. Oui. Moi, pas besoin de chauffer. Non, juste mettre le four. Et donc du coup après on a Red Dead. Je pense que ça il aura peut-être des choses à dire sur ça. Non, mais c'est juste que je trouvais qu'il faisait un petit peu partie de cette de cette ambiance de fin du monde. C'est pas vraiment la fin du monde puisque c'est l'histoire
et qu'on sait que le monde s'est pas arrêté à ce moment-là. Mais pour les personnages, c'est la fin de leur monde, et on a vraiment ce feeling de il va se passer un truc qui est il y a quelque chose qui va s'arrêter. Tout le long, ils ont déjà la nostalgie. Ils parlent souvent de à l'époque on pouvait faire ci, à l'époque on pouvait faire voilà, ça. C'est la fin du monde des. Ils parlent des ils parlent tous de se barrer quelque part à l'écart de la société, quand ils vivent limite comme des ermites. Enfin. Est-ce que ce serait pas une métaphore de ce qu'on est en train de vivre en ce moment? Peut-être aussi. C'est un petit peu même ça. si à l'époque il n'y avait pas encore le Covid, mais oui, on peut clairement faire un parallèle. Il y a peut-être des villages qui sont touchés par la peste, un truc comme ça. C'est cool. Ça fait longtemps que j'ai pas joué aussi à Red Dead, mais voilà. Et t'avais fini du coup? Pour finir, éventuellement, c'est pas vraiment un jeu qui parle de l'effondrement de la société, on va dire global, mais plutôt de la guerre en général, qui s'en rapproche, hein, ça reste un effondrement. Dans le jeu This War of Mine, je sais pas si vous y avez joué, qui est super dans sa narration, dans ce qui peut te faire ressentir. Moi pour ma part, j'ai dû refaire 3 ou 4 fois le jeu. On est dans un effondrement de la société, même si c'est un endroit localisé avec une population particulière, on est dans un effondrement. C'est ça. Et je conseille d'ailleurs à nos auditrices et auditeurs, s'ils sont fans de jeux de société, de se procurer la version plateau, qui est une pure merveille. J'ai vu ça, J'ai fait une partie avec des amis, et c'est une pure merveille. Ok. Ça c'est la bonne chose à savoir. Et moi du coup c'est un peu sur This War of Mine, au-delà du côté aller chercher, aller crafter du matériel pour construire des trucs et tout. Enfin, ce qui m'a bien plu aussi, c'est qu'au-delà de ce côté effondrement de la société, enfin de leur société à eux, de leur pays, il y a aussi un peu cet effondrement de la condition humaine. C'est-à-dire que au bout d'un moment, le jeu il joue beaucoup sur la confiance et le feeling. C'est-à-dire que tu as souvent des situations où quelqu'un toque à ta porte et tu te dis putain je suis en galère, il faut que je rentre, il faut que tu m'aides, et là t'as le choix de dire non mais je te sens pas, casse-toi, ou de dire vas-y rentre. Alors j'ai fait des choix où banco, j'ai sauvé des gens, ils étaient bien, ils m'ont aidé, ils m'ont été utiles dans mon aventure, et j'ai eu aussi des situations où j'ai invité des gens, je les ai soignés, etc., nourris et tout, et au final un matin je te réveille, ils t'ont tout volé, ils ont tué quelqu'un, ils sont barrés comme ça. Et en fait, voilà, et tu ressens ça clairement, donc après tu es méfiant, enfin, ça te fait vraiment ressentir des émotions que d'autres jeux m'ont jamais fait ressentir à ce point, quoi. Et ça m'a surpris parce que c'est pas ce que j'attendais, je m'attendais vraiment pas à ça en jouant à This War of Mine. Et je le considère, enfin je le conseille vraiment aux gens parce que c'est un incontournable. C'est incontournable. Ça fait une vraie simulation de ce qu'on pourrait sentir en temps de guerre, je pense. Pas que forcément qu'il y a derrière, mais je pense qu'on s'en rapproche quand même de la vérité, quoi. Plus que d'un Call of Duty ou d'une connerie dans le genre où on bourrine et il y a le côté empathique qui n'existe pas, quoi. Là, quelquefois t'as un peu pitié pour les gens en face quand même. Oui, aussi. Tu leur dis, bon, regarde. Ils ont marqué 0 points, mais on est à 3. Enfin, d'accord. D'ailleurs, c'est souvent moi qui marquais 0 points. Ce qui m'a beaucoup plu dans le choix de cette thématique, au-delà de son actualité, c'est, en fait, on est vraiment dans quelque chose qui est un miroir déformant, de notre société, enfin, de ce qu'elle pourrait devenir. Et si, ces jeux-là, peu importe, comme tu as dit, les différents types de jeux, les univers représentés, etc., ont autant de succès, c'est que du coup, en fait, ça nous sert à cette fameuse catharsis, quoi, à nous évader et prouver aussi, quelque part, et ça c'est le grand point fort du jeu vidéo, qu'on peut être acteur et justement lutter contre cet effondrement ou reconstruire un nouvel ordre. Alors, effectivement, donc j'ai une question à vous soumettre. Qu'est-ce qu'il y a après la fin? Après la fin. La fin d'une société, la fin. Qu'est-ce qu'il y a après la fin? Après la fin, il y a ça. La reconstruction. La reconstruction. Et le début d'une autre histoire. Oui, voilà. Effectivement. Alors, est-ce que je peux... Désolé. Alors, ça aurait été une belle conclusion. Ouais. Mais du coup, il va re-surconclure derrière. Non, c'est pas ça. Moi, on coupe parce que là, du coup, on a parlé de beaucoup de jeux, on a énuméré pas mal de trucs, mais il faut un petit peu de fond aussi, il faut un petit peu de... Alors, qu'est-ce que, pour vous, ça se résume à quoi un jeu post-apo, et qu'est-ce que vous y cherchez? Effectivement, c'est bien que tu poses la question.
Un jeu post-apo, effectivement, pour faire parler à ce qu'on disait avant, il y a deux types. Soit on te fait vivre l'effondrement en cours, ce qui est moins fréquent, soit on te fait vivre les conséquences de cet effondrement. Et du coup, c'est pas du tout la même approche. Parce que dans le premier cas, on est beaucoup plus sur la possibilité d'un espoir, entre guillemets, sur la possibilité d'avoir une action directe et empêcher l'effondrement. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir les jeux justement qui se finissent mal malgré toutes les actions du joueur. Pareil, si vous en connaissez un, ça serait une bonne idée de nous faire partager. Et dans le deuxième cas, on est beaucoup plus véritablement dans un mode survie, hein, comme le décrivait Jérém. C'est-à-dire véritablement comment évoluer, comment se reconstruire en tant que personnage, en tant qu'être ou en tant que société ou communauté. Voilà, un peu comment gérer les deux nuances un petit peu. Je sais plus ta deuxième question en fait. Et qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qui fait que toi tu kiffes les jeux post-apo? Peut-être cette sensation-là en fait de me dire que malgré tout, malgré le fait qu'il y a à peu près tout qui est fracassé, ben on continue de vivre et on continue de construire des choses. Ouais. C'est rigolo parce que moi c'est tout le contraire. Et je te laisse parler après Jérémy, mais du coup parce que en fait moi, ce qui fait qu'un jeu post-apo marche pour moi, c'est quand on te fait vraiment sentir que c'est la merde, que c'est la fin, et que du coup tu l'intègres un peu en tant que joueur, parce que moi en fait j'ai une approche des jeux vidéo qui est un petit peu celle de, tu sais, avant que la sauvegarde existe et que tu joues à un jeu et que tu dis si je me trompe là et que je perds ma dernière vie, je recommence tout. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à jouer aux jeux vidéo à l'époque. On a tous appris d'ailleurs. Et ça m'est vraiment resté, tu vois. Pour moi, le côté, tu peux sauvegarder à n'importe quel moment et recommencer à ta sauvegarde, j'ai jamais intégré. On en reparlera d'ailleurs pour Nier Automata. Voilà. Et du coup, il y a un côté, quand j'avance dans un jeu vidéo qui est un peu dur, j'ai ce côté où je vais y aller vraiment à tâtons. Le mode Dark Souls. Voilà, par exemple Dark Souls, quand j'ai fait le premier Dark Souls, ça m'a pris des mois. J'y allais vraiment, j'essayais pas le principe de Dark Souls, c'est, tu vois, t'avances, tu fais, il y avait un piège, je suis mort, c'est pas grave, je recommence, j'évite le piège. Moi, non, j'ai passé des niveaux entiers sans mourir. Mais parce que j'avançais vraiment en millimètres et j'entendais un bruit, hop, je me retournais, etc. Et alors, du coup, c'est un mauvais exemple parce que Dark Souls aurait pu me donner ce feeling-là. Ça me l'a plus fait avec les... Alors non, pardon, c'était Demon's Souls. Ouais, Dark Souls m'a fait plus cet effet-là. Et en fait, quand je me sens que toute la situation est vraiment pétée pour mon personnage, il y a un moment donné, je me dis, j'intègre un petit peu ce côté, c'est pas grave en fait. Et c'est ça que j'aime vraiment dans les jeux, de horde comme on peut avoir dans Vermintide ou dans Left 4 Dead par exemple, c'est qu'il y a un moment donné, tu vois la horde arriver sur toi. Et puis en plus il y a un mini boss qui apparaît et en plus t'as déjà pas beaucoup de vie et tu vois qu'il y a tes coéquipiers qui est à terre et tu dis c'est pas grave en fait, et là tu vas à fond, tu prends plus le temps de dire j'économise mes flèches, je vais me cacher, je vais monter sur un truc, non tu te dis j'en ai rien à battre, je fonce dans le tas. Du coup ça fera le lien avec mon réactif. D'accord, parce que voilà, moi c'est dans cette façon le plaisir que tu peux ressentir là, c'est un peu le plaisir aussi que de mon kiff dans le réactif. D'accord, écoute. Et voilà, et il y a vraiment que dans ces jeux où j'arrive à avoir à me mettre dans cet état assez naturellement. Sinon, la plupart du temps, je suis un petit peu le genre de mec qui va essayer de trouver la petite stratégie pour pas perdre trop de vie, pour pas faire... Mais effectivement, Dark Souls Remastered, je me suis fait une partie il y a pas longtemps, j'ai joué 3 heures, hein, et effectivement, mon objectif, c'était, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Et du coup, Jérémy, alors pour toi, qu'est-ce qui fait un jeu post-apo et qu'est-ce qui fait que tu aimes les jeux post-apo? Il y a plusieurs choses. Déjà, moi, j'aime bien l'ambiance où t'es un peu seul, à te balader dans un monde un peu détruit. Ça j'aime beaucoup aussi. Moi je suis un gars qui aime bien se balader dans les collines, dans les montagnes, faire des petites randos et tout, et je retrouve ce côté-là, ce truc de t'es quelque part un peu au milieu de nulle part et seul face à toi-même. J'aime bien ce côté-là. Voilà, si je devais dire une autre chose, pareil, c'est exactement la même chose. Ça c'est un truc qui me plaît bien. Super important. Après je pense que pourquoi peut-être plus un jeu comme ça que je sais pas qu'un Ghost of Tsushima, ou je sais plus comment il s'appelle ce jeu-là, excusez-moi. Peut-être parce que il y a aussi une espèce de curiosité un peu inquiétante qu'on a au fond de nous, de savoir se dire comment je serai dans telle situation, comment ça va être, peut-être de se retrouver un peu dans cette situation pour se dire est-ce que je saurais faire face ou pas. Après, il y a aussi ce côté qui est sympa. Enfin, en tout cas, moi, mes jeux préférés post-apo, c'est Fallout. Il
Sur ça, il y a rien à dire. Ou même Death Stranding dans un certain sens. Mais ce qui m'a vraiment plu dans la saga Fallout, c'est ce côté, tu fais tes choix, c'est tes conséquences, tu fais ton scénario, enfin, c'est vraiment, c'est la liberté que tu as dedans. C'est là où je peux plus exprimer ce côté-là de qu'est-ce que je ferais vraiment si je suis en loose dès demain dans un monde post-apo. Enfin, voilà. Et donc, ouais, non, pour revenir à cette question-là, c'est vraiment ce kiff justement d'évoluer en toute liberté, de se construire sa propre histoire. Ouais, je voulais juste réagir sur le côté, la solitude, effectivement, c'est ce qui fait un petit peu la composante majeure de ces jeux. J'ai l'impression d'être seul contre son environnement. Et je trouve intéressant que dans pas mal de ces jeux, on a ajouté une composante sociale. Plus que dans Death Stranding. Voilà, comme dans Death Stranding, ou même dans les Telltales, où on a, machin a décidé de tuer un tel, et toi t'as décidé que non, enfin, voilà. Et ouais, il y a un côté comme ça où même quand on te dit on va te faire une expérience où t'es seul contre tous, on va quand même te rappeler que t'es parmi d'autres. Et que peut-être, l'homme est aussi un chaton pour l'homme. D'ailleurs, dans Death Stranding, ce qui m'avait surpris entre guillemets, c'est qu'au début, quand j'ai commencé à jouer au jeu, et que j'ai vu ce système de like, de trucs, je me suis dit, oh putain, ça va me saouler tous ces trucs de like, de machin, de ce truc un peu communautaire où même si tu es pas avec des joueurs, même si tu les vois pas, on essaie de te faire sentir que t'es avec d'autres. Ça m'a un peu fait chier. Enfin, je suis ça va me début, ouais, c'est pas, je voulais pas m'investir spécialement là-dedans. En fait, en évoluant dans le jeu, tu le fais naturellement. En fait, à la fin, limite, tu les cherches, tu sais, je pose une échelle, tiens, c'est pour ton collègue. Je la pose là, parce que je sais que quelqu'un va aimer. Ça va être utile à des collègues. Tel un mammifère marin qui guide les voyageurs perdus dans les hautes mers. Tu poses un truc pas pour toi, mais pour les autres après. Enfin, il y a ce côté altruiste qui vient après. Au début, tu poses ta première échelle parce que tu en as besoin, parce que tu veux grimper. Et au bout d'un moment, tu poses un truc, tu en as pas besoin. Tu le fais pour tes collègues qui vont, tu te dis, ouais, il y a des gars, ils vont arriver, ils vont être en galère à ce moment-là, donc tu vois, je leur pose ça pour eux. Et il y a ce côté-là qui vient plus tard, quoi. Est-ce que pour certains joueurs, du coup, on n'est pas je vais parler avec les réseaux sociaux dans la course au like, quoi. Du coup, je pense qu'il y a ce parallèle-là. Ouais, mais pas trop. C'est vraiment plus pour aider. Au début, tu m'as vraiment rendu service. Au début, moi, j'ai pensé ça, un peu à ça, tu sais, la course au like à la con, Kojima, il a voulu faire un gros fuck à Instagram ou Twitter, ce genre de conneries. En fait, non, c'est vraiment pour te dire, non, à la fin, vous êtes altruiste. Au début, vous commencez seul, avec votre bite et votre couteau pour reprendre l'expression que je Allez, il l'a placé, c'est bon. Il l'a fait. dans les jeux de survie normal, hein. C'est ça. Et au final, voilà, comme j'ai dit, à la fin, tu poses des infrastructures. Et en plus, ça te coûte des ressources, des machins et tout, tu vois, tu t'as bossé, quoi, hein. Et, ben, tu le fais quand même pour les poteaux, parce que tu te dis, tiens, ça va leur faire plaisir, ça va rendre... C'est vrai que ma première échelle que j'ai posée juste à côté de l'échelle d'un autre gars, mais juste un petit peu mieux, en me disant, lui, il a eu plein de likes, peut-être que j'en aurais aussi. Et après, très vite, en fait, t'oublies cette partie-là. Oui. Et du coup, mon allusion au mammifère marin qui guide les voyageurs perdus est beaucoup trop éloignée pour que je puisse conclure maintenant sur l'homme n'est-il pas un dauphin pour l'homme? En un petit peu moins violeur, quoi.